On ouvre la première partie de ce 21-23. On part sur le terrain de la laïcité avec un rapport d'une trentaine de sénateurs LR qui font une série de propositions choc pour lutter contre l'entrisme islamiste, avec notamment parmi ces propositions l'interdiction du voile pour les jeunes filles de moins de 16 ans, interdiction du jeûne du Ramadan pour tous les moins de 16 ans. Certains élus LR, comme Laurent Wauquiez pour l'Assemblée, veulent même aller plus loin. Alors, question, entre autres, ce soir, faut-il une majorité religieuse dans notre pays, comme il existe des majorités pour d'autres choix du libre arbitre citoyen? On va en débattre, notamment avec nos invités. Bonsoir Emmanuelle Brisson. Bonsoir. Vous êtes membre des LR, des Républicains, présidente de Vivement Demain. Jad Zahab, bonsoir. Vous êtes secrétaire national de Renaissance, chargé de la laïcité et de la République, auteur de Retrouver la République aux éditions du Cherche Midi. Et puis Nicolas Cadenne, cofondateur de l'organisme La Vigie de la laïcité, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Bonsoir. Alors, pour en débattre avec tous les éléments, on va tout de suite retrouver Florent Boutet. Florent, vous allez nous dire déjà très précisément ce qu'il y a dans ce rapport d'une trentaine de sénateurs LR, et puis on en débat juste après. Florent, qu'y a-t-il dans ce rapport ? Regardez la proposition la plus emblématique de ce rapport des sénateurs LR. Elle concerne les jeunes filles musulmanes qui se verraient interdire le port du voile dans l'espace public en dessous de 16 ans. Ça corrobore, vous l'avez dit, cette proposition de loi déposée hier sur l'autre Assemblée, non pas le Sénat, mais l'Assemblée nationale cette fois-ci, par le président des députés, toujours LR, Laurent Wauquiez, qui lui aimerait l'interdire, ce voile, mais à toutes les mineures. Autrement dit, ce ne serait plus en dessous de 16, mais de 18 ans. Les deux à la fois, députés et sénateurs LR, se basant sur cette étude IFOP, cette tendance publiée il y a quelques jours, selon laquelle 44% des jeunes musulmanes aujourd'hui portent le voile. Il faut savoir que c'était 3 fois moins il y a 20 ans. Et puis les autres propositions des sénateurs LR en la matière touchent aux jeunes religieux, interdiction en dessous de 16 ans. Les sorties scolaires, les mamans accompagnatrices de confession musulmane ne pourraient plus porter le voile, le sport, la tenue vestimentaire. Il y aurait une neutralité totale concernant l'habillement, et c'est déjà le cas par exemple en ce qui concerne la Fédération française de football depuis 2023. Concernant les mosquées, il faudrait tracer les financements pour limiter la propagande politique, notamment en provenance des pays à l'étranger. Les mariages, tenter d'éviter les unions forcées. Il s'agirait ici de faire des auditions des nouveaux mariés pour essayer de savoir si leurs sentiments sont véritables ou non, avant de transcrire le mariage dans notre code civil. Enfin, en ce qui concerne les élus, là encore, une neutralité leur serait demandée, notamment au niveau vestimentaire, ce qui n'est toujours pas le cas dans l'exercice de leurs fonctions. Merci Florent. Emmanuelle Brisson, alors votre parti, ou en tout cas votre mouvance politique veut porter ce texte-là. Déjà, ça part d'où ? Ça part donc de la lutte contre l'entrisme islamiste, ou est-ce que c'est plus général sur la laïcité en France ? Vous savez, 71% des Français sont favorables à l'interdiction du port du voile pour les mineurs dans l'espace public. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'IFOP. Ça veut dire qu'il y a une majorité des Français qui souhaitent qu'on protège nos enfants. Il y a une majorité des Français qui souhaitent que l'État joue enfin son rôle. Parce qu'excusez-moi, mais quand on a 11 ans, quand on a 12 ans ou quand on a 13 ans, on ne peut pas être voilé. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un choix, c'est une pression. C'est une pression sociale, c'est une pression communautaire également. Et puis l'IFOP explique également qu'une jeune femme musulmane sur 4 estime subir des pressions. Donc il y a un réel problème, et on le sait très bien que le voilement précoce, c'est un marqueur de l'islamisme, bien sûr. Jad Zahab, et puis après Nicolas Cadenne, vous nous donnerez votre avis. Alors, d'où on part ? Moi, je considère qu'il y a une désinformation à défaut ou à dessein sur ce qu'est le principe de laïcité. Donc, commençons par là, et ce, d'autant que nous allons célébrer les 120 ans dans quelques jours d'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État. La laïcité, ça n'est pas la neutralité de la France. La laïcité, ça n'est pas la neutralité des Français. La laïcité, enfin, ça n'est pas non plus la neutralité de l'espace public. La laïcité, c'est la garantie de la liberté de conscience, du droit de croire ou de ne pas croire. Une fois qu'on a dit cela, on répond à toutes celles et tous ceux qui voudraient faire de l'espace public un lieu sans religion. Moi, je considère que nous sommes un pays avec 70 millions de personnes qui ont le droit de croire ou de ne pas croire. Alors, pas de manière illimitée, il y a des limites.
en l'occurrence, le trouble à l'ordre public ou le prosélytisme. Mais une fois qu'on a dit cela, on rappelle que la laïcité, c'est le vivre ensemble, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Et donc, moi, je considère que c'est un sujet qui préoccupe les Françaises et les Français. Pour autant, le débat qui nous rassemble n'est pas un débat entre le bien et le mal, mais un débat entre le facile et le complexe. Et je considère que ce rapport est la démonstration, alors on peut dire du populisme, de la déconcertante facilité que certains ont à instrumentaliser le principe de laïcité au lieu de construire des politiques publiques collectives. Alors on viendra dans les propositions, mais c'était très important de dire pour les gens qui nous regardent, non, la laïcité n'est pas une arme contre les croyants et encore moins contre certains croyants. La laïcité, au contraire, et moi je le dis d'autant plus librement que je suis originaire d'un pays, le Liban, où il n'y a pas d'état civil. La laïcité française que nous chérissons toutes et tous, enfin apparemment pas tous ceux qui ont écrit ce rapport, la laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire, et c'est la capacité de l'État à organiser la vie ensemble et non à pointer des croyants. Je trouvais extrêmement important de redire ça en préambule de notre échange. Nicolas Cadenne, donc vous qui avez été justement rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, est-ce que vous avez la même... la définition que disait Jad Zad, c'est quoi ? C'est la loi, oui, c'est l'esprit de la loi de 1905. Oui, ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. C'est effectivement l'esprit de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. En fait, pour revenir à votre première question sur le port du voile pour les jeunes filles, il faut rappeler une chose évidente, c'est que lorsqu'on est mineur, la question religieuse relève de l'autorité parentale, mais que cette autorité parentale n'a pas tous les droits et que donc lorsqu'il y a des pressions, des contraintes pour, par exemple, porter un signe, quel qu'il soit, et pas seulement le voile sur lequel on s'obsède beaucoup trop ici en France, eh bien, effectivement, il peut y avoir, et il y a sanction. C'est-à-dire que le droit permet déjà de sanctionner les parents qui forceraient la main de manière explicite et contraignante des enfants. Encore faut-il que le droit soit appliqué. Donc le vrai problème, si véritablement ces sénateurs avaient travaillé le sujet, en réalité, ils donneraient plus de moyens à l'aide sociale, à l'enfance, ils donneraient plus de moyens aux services sociaux pour éventuellement, lorsqu'il y a contrainte, mais uniquement lorsqu'il y a contrainte, pouvoir intervenir. Mais ensuite, sinon, ça relève de l'autorité parentale. Sinon, ça veut dire quoi ? Sinon, ça veut dire qu'on interdit demain, donc, à des jeunes qui ont 16 ans ou moins, puisque c'est ça dont il s'agit, de porter la kippa, parce qu'il n'y a pas que le voile. Ben si, bien sûr que si, c'est un signe religieux. C'est la loi, c'est le principe même de laïcité, l'égalité de traitement pour toutes et tous. On ne peut pas cibler un seul signe, sinon c'est totalement anti-laïque et anticonstitutionnel. Donc, ce serait pareil pour tous les autres signes, mais aussi pour les pratiques religieuses en général. Que ce soit dans le catholicisme, le baptême, bien sûr, la confirmation, tout ce que vous voulez. On va y revenir justement. Parce que les rituels, la circoncision, etc. Donc ça remet tout cela en cause. Ça remet tout à fait en cause l'autorité parentale en matière religieuse. Juste quand vous parlez d'autorité... En tous les cas, retenez bien que la laïcité, en effet, ne peut pas imposer une quelconque neutralité à des citoyens qui n'exercent pas de service public. Il peut y avoir des restrictions quant au port de signes religieux, mais il faut que ce soit justifié objectivement. Là, il n'y a aucune justification objective. Là, on est dans une logique d'interdire quelque chose parce que ça déplaît à certains. Ça peut nous déplaire, mais c'est un débat d'idées. Ça ne relève pas de la loi, sinon on sort de l'état de droit. Dans un état de droit, on interdit ce qui est imposé à autrui, ce qui est contraire à l'ordre public, pas juste parce que ça nous déplaît. Je veux dire, on ne peut pas dire, parce que je sais ce qui va être dit, oui, mais le voile, c'est une aliénation. Mais les raisons du port du voile sont immenses, sont diverses, c'est polysémique. Vous pouvez pas dire à Latifa Ben Ziaten qui a perdu son fils tué par un terroriste islamiste et qui porte le voile et qui se bat tous les jours contre le radicalisme, vous pouvez pas dire à Malala... je rappelle pour nos téléspectateurs, c'est la mère d'un des militaires voilà. Vous pouvez pas dire à Malala qui a combattu toute sa vie les talibans afghans et qui porte le voile. Vous pouvez pas dire à Amina Haji Mohamed qui est la vice-secrétaire générale de l'ONU et qui combat les extrémistes partout dans le monde. Vous pouvez pas dire à ces femmes qu'elles sont soumises et aliénées. Il faut arrêter à un moment donné. Sur la question de protéger les enfants, parce que j'entends ce que vous dites sur, tant qu'il n'y a pas de pression violente ou de coercition. Mais on sait très bien qu'on est dans une zone grise. Une petite fille de 10 ans, 11 ans, dont les parents vont lui dire « écoute, tu vas porter le voile », ça ne veut pas dire qu'ils lui mettent des coups pour qu'elle porte le voile. Mais il peut y avoir une forme de pression familiale, tout cela est pensé par la loi. Tout cela est déjà pensé par la loi. Si on constate, par exemple, un isolement de l'enfant, si on constate qu'elle est mal à l'aise avec les autres, qu'elle dit à d'autres qu'elle ne veut pas porter ceci ou quoi, tout cela peut
c'est déjà prévu par la loi, conduire à une dénonciation aux autorités et aux services pour qu'ensuite eux-mêmes fassent une inspection en famille. Le problème, c'est que ces services sociaux n'ont pas de moyens aujourd'hui, n'ont absolument pas les moyens d'appliquer la loi. Donc j'aurais préféré lire dans un tel rapport, non pas une mesure sparadrap liberticide supplémentaire qui est complètement contraire à la laïcité, mais plutôt une mesure qui donne des moyens aux services sociaux pour véritablement s'assurer qu'il n'y a pas de contraintes et de pression. Emmanuel Brisson. Quand on a 10 ans, quand on a 11 ans, on n'est pas libre de penser. Quand on a 10 ans, quand on a 11 ans, on joue à la poupée. Je suis désolée, mais aucune religion en France, que ce soit le judaïsme ou le catholicisme, ne met de pression sur les enfants, à part la religion musulmane. Mais qu'en savez-vous ? Mais bien sûr que oui. Tout simplement, on va reprendre votre exemple de tout à l'heure. Excusez-moi, mais quand on porte le voile, c'est un marqueur social. Quand on porte le voile, on va enfermer l'enfant dans un signe religieux. On va automatiquement le stigmatiser. Et quand vous portez un autre signe ostensible, c'est pas le cas ? Je parle des mineurs. Je ne parle pas des majeurs. Un petit garçon qui porte la kippa, un petit catholique qui est baptisé à la limite contre son gré, puisque ses parents décident de le baptiser quand il est. Donc là, c'est possible. Le baptême, excusez-moi, mais ça n'a absolument rien à voir. Excusez-moi, mais on va dans la même logique on que ne sort pas forcément avec une énorme le terrain croix à l'école. Faudra-t-il une majorité religieuse ? Mais continuez. Mais bien sûr que non. Aujourd'hui, il y a un réel problème avec la religion musulmane dans notre pays à cause de l'islamisme radical qui est en train de se développer. Mais le rapport, c'est le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème avec la religion catholique ou avec la religion juive. Quand vous portez le voile à 16 ans, vous êtes forcément musulmane islamiste radicale. Excusez-moi, mais selon le rapport de l'IFOP, quand il y a une jeune femme... Il a plein de biais et on en a déjà parlé, je pense pas que on en a parlé sur ce plateau il y a 10 jours. Sincèrement, quand vous portez le voile à 16 ans, pour vous, vous êtes forcément islamiste radical ? Non, mais quand on porte le voile à 16 ans, on n'est pas certain de vouloir le porter. Et donc, faut l'interdire. Il y a plein... Évidemment qu'il faut l'interdire. D'accord, donc pareil pour quelqu'un à 16 ans qui porte la kippa, il faut lui interdire. Mais vous voyez beaucoup de jeunes enfants porter la kippa ? À 16 ans porter la kippa, bien sûr qu'on bien sûr que non. Je veux juste là-dessus, sur cette question-là, il faut être aussi lucide. Je pense qu'il y a une forme de naïveté d'une partie de l'extrême gauche, oui, et il y a de l'autre côté une obsession identitaire de l'extrême droite. Et donc face à la naïveté des uns et à l'obsession identitaire des autres, il faut être lucide. Moi, je considère que le principe de laïcité, je l'ai dit, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Pour autant, sur cette question du voilement des fillettes, moi, je rejoins Nicolas Cadenne quand il disait qu'on ne peut pas prendre un texte de loi qui viserait délibérément l'une ou l'autre des religions. Donc, c'est soit on interdit l'ensemble des signes religieux ostensibles pour les mineurs de moins de 15-16 ans, soit on ne le fait pas. Je vous ai expliqué tout à l'heure que moi, je considérais que le rôle de l'État n'était pas d'interdire ou non des signes religieux. Pour autant, je considère que l'opinion publique étant ce qu'elle est, il faut qu'on puisse avancer sur ces questions et donc qu'on expertise. D'ailleurs, Gabriel Attal a dit qu'il souhaitait interdire le voilement des fillettes. Moi, je dis à condition que ça ne soit pas inconstitutionnel et donc qu'il y ait une forme d'égalité de tous devant la loi. Ensuite, on va avoir l'occasion d'un débat, mais vous savez, il ne faut pas non plus être naïf ni dogmatique sur ces questions-là. On parle beaucoup de la question de l'école, la loi de 2004, qui est venue faire de l'école républicaine un sanctuaire, précisément parce que nos jeunes enfants ont les consciences en éveil, et donc on garantit un endroit où le fait religieux ne pénètre pas. Il faut protéger l'école de la République. On a connu assez d'attentats dans notre pays contre des enseignants, Samuel Paty, Dominique Bernard et tant d'autres qui tous les jours subissent des pressions pour dire qu'il faut que nous soyons derrière nos enseignants. Mais il faut aussi et surtout qu'on parle des parents. La responsabilisation des parents est un enjeu extrêmement important. Bien loin de la rhétorique de ce rapport, qui est une rhétorique belliciste, idéologue, voire dogmatique, il faut affronter les problèmes tels qu'ils sont. Et donc, il faut créer les conditions de responsabiliser aussi les parents pour que les parents, si vous voulez, on a beau faire de l'école le temple de la République, si le soir vous avez un discours, parce que ça peut arriver évidemment, soyons pas naïfs, de prosélytisme religieux, il faut responsabiliser les parents. Et donc avec Gabriel Attal, nous travaillons vous êtes au pouvoir depuis 2017. Hein. Non mais moi, madame, je ne suis au pouvoir nulle part. Vous avez plein de propositions aujourd'hui, mais ouais. Vous êtes quand même à la tête de l'État depuis 2017. Et il n'y a jamais eu autant d'attentats, il n'y a jamais eu autant de problèmes avec l'islamisme radical dans notre pays. Le sujet est trop grave pour que vous me jetiez vos éléments de langage à la tête. Non mais moi je suis pas à la tête. Les 10 ans des attentats du 13 novembre, c'était avant Emmanuel Macron, c'est pas pour prendre la défense. Moi je suis à la tête d'aucun État, j'ai des responsabilités depuis 1 mois et demi. Il y a des choses qui ont été faites. Le projet de loi de lutte contre les séparatismes qui est venu limiter le financement
en tout cas contrôler, encadrer le financement des cultes, qui est venu créer un contrat d'engagement républicain pour les associations. Il y a eu des mesures. Il y a eu aussi, et je trouve ça extrêmement important de le dire, quand on a permis à l'école de la République aux enfants d'apprendre leur langue d'origine, eh bien, on se prémunit des islamistes, parce que moi j'ai coutume de dire que les silences de la République sont une arme dans les mains des islamistes, qui vont aller radicaliser des jeunes sur les réseaux sociaux. Ce qui m'amène à ma conclusion, ne faisons pas de cette question de la lutte contre l'islamisme une question dogmatique, parce qu'il faut lutter, mais typiquement, le groupe Renaissance a déposé la semaine dernière une proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans et pour introduire pour les mineurs de 15 à 18 ans un couvre-feu social de 22h à 8h. Typiquement, les réseaux sociaux aujourd'hui sont le lieu du vecteur de radicalisation, si radicalisation il y a. Donc n'affrontons pas ce problème en stigmatisant des croyants. L'extrême majorité de nos concitoyens, quels qu'ils soient, croient en paix. D'ailleurs, rappelons aussi que la majorité des Français ne croient pas. Hein. On nous fait croire qu'on serait débordé par la religion. Non, la majorité des Françaises et des Français sont athées ou agnostiques. Mais donc traitons cette question-là de manière lucide, mais en nous détachant et de la naïveté de l'extrême gauche LFiste, si vous voulez, et de l'obsession identitaire de l'extrême droite. Alors, on va poursuivre le débat. Pour poursuivre le débat, je vais aller voir Aurélie Schiller qui va nous donner 3 idées reçues ou interdites. Voilà, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit en matière de laïcité. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Premier cas, par exemple, concret, j'inscris ma fille à l'école publique, elle est musulmane, peut-elle porter le voile à l'école publique ? Eh bien non, regardez, à l'école publique, dans les écoles, les collèges, les lycées, eh bien, le port de signes religieux ostensibles est interdit pour les élèves et pour le personnel. Cela concerne tout autant eh bien, les voiles, la kippa ou encore les croix de grande taille. À l'inverse, il n'y a aucune interdiction à ce jour pour les étudiants des universités. Et dans le cadre d'une sortie scolaire, eh bien, la règle est la même. Vous le voyez ici, les signes religieux ostensibles sont interdits. En revanche, le cas des accompagnateurs scolaires eh bien, a fait débat. Dernièrement, rien dans les textes ne précise qu'une quelconque interdiction, même si certains voudraient l'interdire. Dans le privé, eh bien, c'est différent. Les établissements sont libres de leur réglementation, libres d'autoriser le port de signes religieux pour les élèves qu'ils accueillent. Ça, pour les écoles privées hors contrat. Deuxième question, est-ce que je peux demander pour mes enfants un repas sans porc à la cantine de l'école publique ou, par exemple, sans viande le vendredi, par exemple, pour les chrétiens ? Il n'existe pas de règles précises à ce sujet. Selon le Conseil d'État, eh bien, les cantines scolaires n'ont aucune obligation de proposer des repas de substitution. Le principe de laïcité s'applique, mais ce n'est pas non plus interdit. Voilà pourquoi certaines cantines eh bien, proposent plusieurs repas différents pour laisser le choix aux intéressés, ne pas les stigmatiser. Et alors, dernière question, porter un signe religieux si je vais à mon cours de sport là, après l'école, hein, je vais au club de foot, je vais à mon club de fitness, est-ce que là, je peux porter un signe religieux ostentatoire ? Le principe en soi, ce n'est pas de neutralité laïque, mais il y a quand même des exceptions pour le football, le basket, le volley ou encore le rugby. Les fédérations sportives sont libres de fixer leurs règles. Et puis, pour les équipes nationales, le principe de neutralité interdit aux athlètes eh bien, de porter des signes religieux durant les manifestations sportives. Ils sont alors considérés comme des représentants de l'État. Merci Aurélie pour toutes ces précisions. Je vais retrouver mes invités pour poursuivre le débat. Alors, on a vu ça, c'est quelques exemples, mais c'est un peu l'état de la laïcité aujourd'hui. Est-ce que c'est bien comme ça ? Est-ce qu'il faut le faire évoluer ? On a parlé par exemple de la question des accompagnateurs en milieu scolaire. Ça fait partie du rapport des sénateurs. Il y a eu aussi par exemple, on a vu ça fait polémique il y a quelques semaines, ces jeunes filles ces jeunes écolières qui étaient voilées en visite à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut faire, selon vous Emmanuel Bresson, justement évoluer certaines règles de laïcité ? Vous savez, la religion catholique et la religion juive se sont pliées au principe de laïcité. Si on regarde les attentats de ces 30 dernières années, ce n'est pas dû à un intégrisme catholique. C'est dû à un intégrisme islamiste. Parce que oui, il y a un problème aujourd'hui dans notre pays. Et on le sait très bien que le voilement précoce des fillettes, c'est un marqueur de l'islamisme radical. Donc évidemment qu'il faut faire évoluer le principe de laïcité. Évidemment qu'il faut se battre contre l'islamisme radical. Il faut néanmoins faire la distinction entre la religion musulmane
et les islamistes. Moi, je combats les islamistes de toutes mes forces, je combats les terroristes islamistes. Mais oui, le voile, on en parlait tout à l'heure, pour des fillettes, c'est un marqueur de l'islamisme. Mais par exemple, Nicolas Cadenne mentionnait, alors là on parle de l'accompagnement en milieu scolaire. Vous parliez de la maman de ce jeune militaire français tué par Mohamed Merah, de Latifane Ben Ziaten, qui est une... Enfin, je veux dire, je ne donne pas un avis personnel, mais c'est une grande dame de la Je République. suis désolée, la religion... Est-ce qu'elle, il faudrait l'empêcher d'accompagner des élèves en sortie? Elle est voilée, mais elle porte un discours extrêmement républicain. La religion n'a rien à faire à l'école. À l'université, je suis d'accord, parce que c'est un lieu d'expression, un lieu de débat. Donc je suis pour le port du voile à l'université. En revanche, à l'école, quand on a des mineurs, je suis totalement contre le port de tout signe religieux. On n'a pas y compris sur des sorties extérieures, des sorties scolaires, par par exemple. Là, vous parlez pour les y parents. compris pour les parents qui accompagnent... Ali Ben Ziaten va dans les écoles, collèges, lycées pour parler de son combat contre le radicalisme et contre la radicalisation. Elle porte le voile et au contraire, son message passe très bien. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, donc vous l'interdiriez de venir intervenir dans les écoles comme elle le fait aujourd'hui, alors que ça porte un sens majeur. Bien sûr. Ah bon, très bien. Pourtant, elle porte un discours contre la radicalisation et elle est invitée partout pour se faire. Écoutez, on n'a pas le même rapport avec le voile. Pour moi, le voile, c'est la soumission de la femme. Mais non, mais ça, en fait... je pense qu'il y a une vraie confusion. L'État laïque n'a pas à juger des pratiques religieuses des uns et des autres. On peut avoir un débat d'idées sur ces questions-là, mais c'est pas à l'État de légiférer puisqu'il est laïque, donc il traite pas de la religion, sauf s'il y a trouble à l'ordre public, sauf si c'est imposé, on l'a dit. Et il a déjà les outils pour contester, pour condamner lorsqu'il y a une imposition ou lorsqu'il y a trouble à l'ordre public. Mais il n'a pas à faire plus. Ensuite, il y a autre chose. Vous dites que vous voulez lutter contre l'islamisme radical, mais en faisant ça, c'est extraordinaire, parce qu'en faisant ça, c'est tout l'inverse. En faisant ça, vous offrez des arguments supplémentaires aux islamistes. Vous offrez l'argument de la discrimination aux islamistes. Vous relayez le message et vous alimentez les messages des islamistes. C'est la question de l'amalgame. Vous êtes discriminés. C'est la question de l'amalgame. Moi, j'écoute monsieur ce que disent les Français. Moi, je ne suis pas dans un cercle parisien. Moi, j'écoute ce que disent les Français. Et aujourd'hui, il y a 71% des Français qui souhaitent l'interdiction du port du voile pour les petites filles. Quand vous posez la question différemment ou quand vous expliquez le sens, ce que permet déjà le droit aux Français, ils répondent pas à la même chose. Vous pouvez pas rester sur ce chiffre, c'est trop facile. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est si vous voulez combattre l'islamisme, eh bien, il faut pas alimenter le discours victimaire comme vous le faites. Il ne faut pas laisser. Mais il ne faut pas non plus être dans la bien-pensance et se laisser marcher dessus. Je suis désolée, aujourd'hui les Français en ont assez. Mais non, mais arrêtez avec ça. Bien sûr que si. Votre discours, c'est un point de plus pour Jordan Bardella à chaque fois. Mais pas du tout. C'est vous qui... Non, vous reprenez ces têtes, vous les validez. Non, en réalité, ce qu'il faut vraiment faire, si vous aviez du courage, c'est plutôt, par exemple, au lieu de n'offrir aucune offre publique périscolaire à la sortie des écoles, ce qui fait que beaucoup d'enfants dans les quartiers ségrégés vont où ? Là où c'est ouvert, dans la mosquée, qui est la seule offre périscolaire, par exemple, il faut faire des offres périscolaires publiques laïques. Mais vous coupez tous les fonds. Vous êtes, vous, au plus tôt, enfin, votre parti est partisan de couper tous les fonds aux associations qui vont, par exemple, ouvrir des offres périscolaires laïques pour que ces enfants n'aillent pas dans des lieux confessionnels. C'est ça une vraie mesure, par exemple, qui lutte contre l'islamisme. Ce serait aussi de mélanger les populations, de faire taire cette ségrégation spatiale et urbaine et de mélanger les publics pour qu'il y ait plus d'interaction et qu'il n'y ait pas de repli communautaire. Qu'est-ce que vous faites là-dessus ? C'est tout l'inverse. Quand vous allez favoriser l'école privée, par exemple, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Toute la misère sociale se concentre dans l'école publique. Et évidemment qu'il y a des replis communautaires, puisqu'il n'y a plus de mélange dans l'école publique. Excusez-moi, c'est les parents qui ne veulent plus mettre leur enfant dans les écoles publiques. Pourquoi ? Mais c'est pas parce qu'il n'y a plus de mélange. Et vous faites tout pour qu'il n'y ait plus de mélange. C'est ça le problème. Non, c'est à cause de la loi du nombre, monsieur. Aujourd'hui, vous le savez. Bien sûr que oui. Voilà, le grand remplacement. Mais vous voyez, c'est grave. Mais vous savez, juste Emmanuel Brisson et Jad Zahad, qu'on aille sur la question du risque d'amalgame. Je peux quand même répondre sur ça. Oui, et après, je voudrais qu'on parle de l'amalgame, parce qu'encore une fois, l'exemple de Latifa Ben Ziaten, il est intéressant. Oui, parce qu'en réalité, ceux qui font de la laïcité une religion d'État, ceux qui font de la laïcité un laïcisme d'État, en réalité, défendent une version de l'identité française qui est l'identité judéo-chrétienne, blanche. Moi, je vais vous résumer en 10 secondes ce que je pense et ce que nous pensons. Vous avez à l'extrême droite ceux qui disent qu'il y a 70 millions de gens qui doivent avoir une identité, une citoyenneté.
Je viens de vous expliquer laquelle. Vous avez à l'extrême gauche, il faut être aussi lucide, des gens qui vous disent nous avons 70 millions de gens qui ont 70 millions d'identités et 70 millions de citoyenneté, c'est-à-dire plus rien de commun, un droit à la revendication et la différenciation. Moi, ce que je dis, c'est très clair. Et ce que nous défendons dans le bloc central est très clair. Et à mon avis, le meilleur rempart contre la naïveté des uns et l'obsession des autres, c'est 70 millions d'individus, 70 millions d'identités. Mais grand Dieu, heureusement qu'elles sont différentes. Heureusement que nous ne sommes pas tous des clones. Heureusement que nous venons d'ici et d'ailleurs avec des croyances, avec des cultures, avec des origines. Mais pour autant, ces 70 millions d'identités doivent se rassembler derrière une seule citoyenneté avec des droits et des devoirs. Et donc là-dessus, il faut être clair. Moi, par exemple, je porte, et je crois que Gabriel Attal aussi, l'introduction dans la loi d'un délit de contrainte de port du voile. L'article 31 de la loi 1905 permet déjà un certain nombre de mesures. Nous proposons de renforcer ces éléments. L'enseignement moral et civique à l'école est le lieu de l'apprentissage de l'esprit critique. Il faut renforcer l'apprentissage de l'esprit critique en redisant au passage qu'en France, on a le droit de critiquer toutes les idées et que les religions, au même titre que les autres, ont le droit d'être critiqués. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de cibler des croyants parce qu'ils sont croyants. Et enfin, un dernier exemple, je vous parlais du continuum école-parent. L'école ne peut pas tout toute seule. Il faut responsabiliser les parents. Et donc, on est en train de travailler, on est en train de réfléchir sur cette question-là pour faire en sorte que les parents soient associés à cette entreprise qui est la force de la République, qui est celle de faire des citoyens. Vous savez qu'il y a une charte de la laïcité à l'école. Peut-être faudrait-il la faire signer aussi par les parents. Enfin, là, il y a des choses qui sont à faire, mais loin de ce débat qui n'a qu'une conséquence, qui est, un, de nous diviser, deux, de laisser penser à certaines Françaises et Français qu'ils seraient des Français de seconde zone. Moi, je m'inscris en faux contre ça et je vous le dis d'autant plus tranquillement que je m'appelle Jad Zab, que je suis la première génération née en France, que je me considère à 100% français et je n'ai jamais été aussi fier de mes origines. La force de la République française, c'est l'intégration républicaine, c'est vous venez d'où vous venez, vous êtes comme vous êtes, mais d'où que vous veniez, il y a quand même des règles à respecter. Ne soyons pas naïfs, mais ne soyons pas non plus obsédés. Vous parliez de la charte de la laïcité à l'école. Je vais vous diffuser un reportage, justement, Emmanuel Brisson, vous allez pouvoir réagir. Est-ce que cette charte de la laïcité à l'école, là, elle est vraiment dans la loi, notamment la loi de 2004, mais pas toujours facile à faire appliquer. Regardez cette affaire qui avait fait polémique, c'était l'an dernier, en 2004. Un proviseur était menacé de mort après qu'il ait demandé à une élève de retirer son voile dans la cour de l'établissement. On regarde juste l'extrait du reportage de Saada Souban et on réagit juste après. Il a fini par jeter l'éponge et quitter la direction du lycée Maurice Ravel. 1 mois après son altercation avec une élève, le proviseur met en avant des raisons de sécurité. Devant l'établissement, les élèves comprennent. Sa place, je pense, il la mérite comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas partir. Mais je pense que si lui, il ne peut plus, c'est normal qu'il parte. C'est la meilleure chose à faire parce que même au niveau des élèves, je pense qu'on n'a plus la même image envers lui. Il y a eu une ambiance bizarre depuis. Après, ça va quand même. C'est juste un peu bizarre. L'affaire commence fin février. Le proviseur aurait vivement interpellé une élève qui aurait remis son voile dans la cour en fin de journée. Ensuite, les versions divergent. Elle et des témoins dénoncent un coup sur le bras, lui dément. L'incident émeut, la ministre de l'Éducation se rend sur place. Les réseaux sociaux s'en mêlent, des menaces de mort sont proférées. Elles ont eu raison de la ténacité du proviseur et alarment les élèves comme les profs. Des menaces de mort, c'est vraiment trop poussé, comme par exemple ça fait avec Samuel Paty. Ça suffit quoi, oui, c'est très mauvais pour les élèves, c'est mauvais aussi pour les parents qui angoissent, tout est source d'angoisse. Donc le proviseur a fini par démissionner, alors je crois qu'il a reçu l'ordre du mérite après, mais enfin, question, est-ce que la République a suffisamment protégé, soutenu ce proviseur, cet agent de la République. Et voilà, on voit bien qu'il y a effectivement parfois des failles. Et je crois que beaucoup d'enseignants diront qu'effectivement, il y a, permettez-moi de le dire, des trous dans la raquette, Emmanuel Buisson. Bien sûr, il y a des failles. Et moi, j'en ai marre. Aujourd'hui, il y a un sondage qui est paru qui donne Jordan Bardella gagnant face à n'importe quel autre candidat. Face à Édouard Philippe, face à Gabriel Attal, face à un candidat de gauche. Et en fait, les discours que j'entends depuis tout à l'heure sont complètement déconnectés de la réalité des Français. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui intéresse les Français ? C'est la sécurité. Ouais, c'est le pouvoir c'est d'achat. L'immigration, non. C'est la sécurité, c'est l'immigration. C'est ce que les Français vous disent à chaque fois et c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Pouvoir d'achat, santé, c'est encore au-dessus. En tête, toujours. Mais ça ne veut pas dire que l'immigration n'est pas
en tête des C'était quand même priorités des un Français. grand sujet pendant la campagne de 2022. Je pense qu'on en parlait sur tous les plateaux télé. Là, vous repassez également un passage qui montre qu'il y a encore des problèmes de sécurité, même dans les écoles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État n'est pas en capacité de protéger nos professeurs, que l'État n'est pas en capacité de protéger nos enfants. Est-ce que là, pour vous, ça veut dire que l'État, la République, n'a pas suffisamment protégé? Heureusement, c'est pas allé jusqu'à des extrêmes, comme on l'a vu malheureusement évidemment avec Samuel Paty ou Dominique Bernard, mais est-ce que là, la République n'a pas assez soutenu et martelé Mais bien sûr, la laïcité de la on a un République? professeur qui a démissionné. Évidemment que l'État a failli. Proviseur, chef d'établissement. Ouais. Mais là-dessus, moi je pense déjà qu'il faut redire notre chapeau à tous les enseignants qui sont les vigies de la République. L'école est à l'image de la société, elle est traversée par un débat. Il faut l'entendre et il faut l'affronter de manière lucide. La loi dite de lutte contre les séparatismes a permis la protection fonctionnelle des enseignants, a créé un délit d'entrave à l'enseignement. Si un personnel de l'éducation nationale est entravé dans le cadre de ses fonctions, il peut porter plainte contre la personne et la personne peut être condamnée. Est-ce que ça suffit ? Non. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Peut-être qu'il faudrait renforcer les sanctions. Mais encore une fois, sanctionner, c'est bien. Mais moi, je dis souvent, la faiblesse de la force, c'est de ne croire qu'à la force. Il faut non pas s'attaquer aux symptômes, mais aux causes profondes. On ne peut pas tout attendre de l'école. Donc moi, je dis très clairement, il faut que nous soyons unis sans trembler derrière nos enseignants qui sont tous les jours devant les élèves pour apprendre une belle idée qui est celle de la République. Ensuite, il faut évidemment aussi comprendre que les professeurs ne peuvent pas tout. Donc, il faut vraiment faire de l'école, non pas opposer l'école à la famille, mais si on veut éduquer des enfants, ça se fait. Et moi, j'utilise le terme de continuum. Il faut que les enfants, les parents et les enseignants forment une alliance. Et donc, il faut investir aussi plus les parents. Et puis, il faut aussi faire de la promesse républicaine une réalité partout. Parce que, je vous le redis de cette manière, les silences et les échecs de la République sont une arme dans les mains des islamistes. Quand vous allez pointer du doigt des gens, quand vous avez le débat sur l'identité nationale tous les 3 mois, oui, forcément, vous avez des gens qui vont se sentir exclus et qui donc vont aller se jeter dans les bras d'islamistes. Donc je pense qu'il faut affronter tout ça de manière très lucide, mais oui, il faut aller plus loin sur la protection des enseignants. Nicolas Cadenne, justement. Et puis après, on va revenir notamment sur les mesures de ce rapport, également les propositions choc de Laurent Wauquiez, mais sur ça, sur le respect par de la laïcité, notamment dans les établissements scolaires. On mentionnait le nom de Samuel Paty. On sait qu'aujourd'hui encore, quand il y a des hommages à Samuel Paty, beaucoup d'enseignants n'osent pas les faire par peur des réactions. Voilà. Est-ce que... Pourquoi ? Donc, parce que justement, on a des établissements ségrégés et complètement communautarisés. Donc là encore, ça renvoie à la nécessité de mixité scolaire, mixité socio-culturelle dans les publics scolaires. Souvent d'ailleurs, c'est un communautarisme qui est subi par ces populations-là, qui souhaitent elles-mêmes, les parents souhaitent beaucoup plus de mélange. Donc déjà, première chose, c'est pas du tout ce que propose, il me semble, LR, que de mélanger les publics scolaires pour créer de l'interactivité sociale et pour justement casser ce mimétisme, cet effet de groupe, ces replis communautaires. Ensuite, qu'est-ce qu'ils demandent les professeurs ? Les professeurs, ils demandent du soutien de l'administration, du soutien aussi en termes de moyens, parce qu'ils travaillent souvent dans des conditions assez déplorables, mais aussi, ils demandent des soutiens sur la laïcité, sur les faits religieux. Vous avez parlé de l'enseignement moral et civique, de la charte de la laïcité. Ce sont des choses que j'ai mis en œuvre avec l'Observatoire de la laïcité et le ministère de l'Éducation nationale à l'époque. C'est important, mais ça suffit pas. Il faut beaucoup plus de soutien derrière. Et donc, par exemple, il faut outiller les enseignants sur l'enseignement laïque des faits religieux. Parce qu'ils sont souvent interpellés sur les questions religieuses en classe. Ils sont en incapacité parce qu'ils ne sont pas aidés là-dessus pour répondre à ces problématiques-là, pour déminer certaines tensions qui rejaillissent sur les faits religieux. Pourquoi ça n'est pas fait ? Je regrette qu'un précédent ministre de l'Éducation nationale, assez récent, a refusé cette formation que demandaient les enseignants sur l'enseignement laïque des faits religieux pour répondre à ces situations tendues en classe et pour permettre aux élèves de prendre du recul sur leurs propres croyances, pour permettre effectivement de faire tomber un certain nombre de préjugés, de clichés et qu'eux-mêmes effectivement comprennent la diversité des pratiques au sein des religions et cassent les replis et ne soient pas dans une spirale de repli. Mais ce sont des choses pratiques qu'on pourrait mettre en œuvre, on ne met pas en œuvre. Alors vous avez effectivement des politiques maintenant qui se disent héros de la laïcité, qui disent laïcité, 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 mais qui en réalité, en acte,
ne propose rien de concret. C'est trop facile de dire qu'il faut tout interdire. On n'est pas dans une société liberticide, j'espère qu'on ne le sera pas. Non, le vrai courage politique, c'est d'assumer des politiques de fond qui s'attaquent en effet aux causes et aux racines des maux, aux racines du repli communautaire. Alors justement, pour revenir à ces propositions qui font évidemment au débat, juste, je vais vous proposer un petit interlude un petit peu plus léger, mais vous allez voir où je veux en venir. On aime bien dans cette émission regarder dans le rétro avec nos collègues de l'INA. Je vous ramène en 1974. À cet âge-là, la majorité tout court est à 21 ans. Et puis 1974, la loi change, elle passe à 18. On écoute ce petit extrait de l'INA de 1974, 8 juillet 74, et après on en parle. Concrètement, voilà ce que cela change pour les jeunes de 18 ans. Ils pourront se marier sans le consentement de leurs parents, choisir librement leur domicile, leurs études ou leur profession, ouvrir un compte en banque ou acheter une moto sans l'autorisation paternelle avec une restriction. Le père devra donner son aval pour les traites, il garde donc le contrôle des dépenses. La tutelle paternelle est supprimée en ce qui concerne les autorisations de se rendre à l'étranger. Et bien sûr, le carnet scolaire n'aura plus à être signé par papa et maman. Voilà, petite note un peu plus légère. Le carnet scolaire plus signé par papa et maman. En tout cas, j'avais envie qu'on parle, évidemment, là on est dans des suppositions, mais c'est le sens de certaines des propositions des LR. Il y a des majorités aujourd'hui, la majorité évidemment citoyenne, le droit de vote à 18 ans, majorité sexuelle à 15 ans, le permis de conduire qui est passé de 18 à 17 ans, je crois, acheter de l'alcool, 18 ans, majorité pénale atténuée de 13 à 18 ans, avant la majorité pénale pleine à 18 ans. La société établit des majorités parce qu'on estime qu'à cet âge-là, c'est ce que vous disiez aussi Emmanuel Brisson, on est libre de choisir, d'assumer, voilà, ses choix, ses décisions, en ayant la maturité nécessaire. Donc question, est-ce que à 16 ans ou moins de 16 ans, on a la maturité nécessaire pour porter le voile, pour faire le ramadan, le jeûne du ramadan, qui peut poser effectivement des problèmes, notamment, il y a des enseignants, on parlait des enseignants qui disent j'ai la moitié de ma classe qui ne peut pas être là pendant un mois parce que eh bien, les élèves sont trop fatigués, n'ont rien mangé. Voilà. Est-ce que... Alors, on va aller sur ces majorités-là. Expliquez-nous, Emmanuel Brisson. Mais après, on ouvrira peut-être aussi sur les autres religions, ce que ça impliquerait. Mais de toute façon, pardon, non. On ne peut pas ouvrir... Non, mais je sais ne qu'il va peux pas être d'accord. Non, mais parce qu'encore une fois, en France, l'État est neutre. Donc, soit on parle de faits religieux et on parle de toutes les religions, justement, soit on n'ouvre pas le débat. Je précise parce que je suis très curieux sur le débat. Réponse. Voilà, il y a des majorités pour plein de choses en France. Est-ce qu'il faut une majorité religieuse ? On va prendre l'exemple du ramadan, si vous voulez. L'exemple du ramadan, il y a de nombreux médecins scolaires, des pédiatres qui nous ont expliqué que vu que le ramadan dure longtemps, les jeunes ne mangent pas, ils ne boivent pas, il y a une fatigue sur les jeunes, il y a de l'hypoglycémie, donc il y a un problème de santé. Il n'y a pas ce problème-là dans le carême, parce qu'on jeûne que 2 jours, ou même pour le Yom Kippour, parce que c'est 24 heures. Donc là, c'est sur la durée. Oui, il y a un problème pour les jeunes, il y a un problème de santé, et je pense que quand on est jeune, qu'on doit étudier, on doit avoir toutes ses forces. Donc il y a un problème avec ce sujet-là, et c'est pour ça que nous, chez les Républicains, on a pointé du doigt le ramadan. Et donc, juste pour finir sur le... Quoi, je comprends pas. Vous allez lister les gens qui font le ramadan en leur disant... Qu'est-ce que vous proposez en fait ? Excusez-moi, je ne comprends vraiment pas. C'est quoi la proposition concrète ? Vous allez faire des listes de jeunes qui font le ramadan en leur disant toi tu viens pas ? Non, écoutez, on le sait très bien qu'en France, il n'y a aucun problème avec certaines religions, mais il y a un problème, oui, avec la religion musulmane. Ça m'inquiète d'entendre ça. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est une grande partie des Français. Je sais que vous pouvez pas être d'accord. Non, mais ne vous cachez pas. Ça renvoie au discours que le même camp prononçait à la fin du 19e et au début du 20e, qui disait il y a un problème en France, ce sont les anti-français, il parlait de cette France, cette anti-France judéo-protestante. C'était à l'époque les minorités qui étaient ciblées par le même camp, en disant c'est pas possible, on n'a aucun problème avec les catholiques, mais alors eux en revanche c'est vraiment impossible. Mais là je parle des enfants, et là vous dites la même chose avec les musulmans. Je parle pas des majeurs, je parle des enfants. Okay. Alors est-ce que cela, et je m'adresse à vous deux, est-ce que protéger les enfants, est-ce que ça c'est pas audible de dire quand on a moins de 16 ans ? C'est déjà le cas, la loi protège alors, déjà les enfants. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des médecins qui se plaignent si c'est déjà le cas ? Pourquoi est-ce qu'il y a des Français, 71% de Français qui veulent interdire le voile ? Mais non, mais si vous me dites c'est déjà le cas, pourquoi est-ce qu'on en débat aujourd'hui ? Parce qu'il faut appliquer la loi et parce qu'il faut donner les moyens aux services compétents pour appliquer la loi. Pourquoi vous ne proposez pas davantage de moyens aux services sociaux ?
Ben voilà. Non mais moi Est-ce qu'à moins de 16 ans, on est libre de son choix, on a son libre arbitre quand on est un jeune musulman pour porter le voile, pas porter le voile, faire le. Ça dépend de l'âge. Ça dépend, c'est très variable selon les personnes. Donc on estime qu'on n'est pas prêt à conduire, on n'est pas prêt à voter. De mettre un voile. Mais attendez, non mais vous savez, je me fais l'avocat pardonnez-moi, du diable, je vous pose la question. Je me permettrai pas de vous corriger, mais la façon dont la question est posée est légèrement problématique. Soit on dit, est-ce que à 16 ans on est libre de porter le voile, la kippa ou un autre signe religieux ostensible, soit on dit non. Mais on ne peut pas dire est-ce qu'à 16 ans, à moins de 16 ans, on est libre de porter le voile et pas parler des autres. C'est ce que j'ai commencé à aborder tout à l'heure et donc je reformule parce que c'est ce que je vous disais qu'il fallait aborder les autres religions. Est-ce qu'à moins de 16 ans, on est suffisamment éclairé, mature pour porter le voile, faire le ramadan, être baptisé sans son consentement, parce qu'on est souvent baptisé, beaucoup de catholiques sont baptisés quand ils sont nourrissons, pas vraiment possible de mettre le consentement, de porter la kippa, voilà, de faire toutes ces choses-là. Alors là, je vous réponds. On verra d'ailleurs peut-être pendant que vous parlez, on voit des images d'ailleurs peut-être aussi de catholiques où le baptême est en hausse, notamment chez les jeunes adultes. Peut-être que c'est justement un âge où on est plus éclairé pour. Alors là, je vous remercie pour la question et j'y réponds bien volontiers. J'ai changé de position sur cette question-là. Je considère qu'il faut qu'on réfléchisse effectivement pour l'ensemble des signes religieux ostensibles. Soit on considère qu'à moins de 16 ans, on n'est pas en capacité de choisir, même si des textes internationaux et notamment la Convention des droits de l'enfant précisent que quand on a moins de 16 ans, c'est l'autorité parentale. Mais je pense qu'il faut qu'on ouvre ces débats. Il ne faut pas être naïf, encore une fois. La majorité des Françaises et des Français se questionnent, loin des sondages. Il faut qu'on discute de cette question-là dans la raison. Pour autant, je veux quand même dire un mot de ces jeunes qu'on pointe du doigt. Vous savez, moi, d'une certaine manière, je trouve que c'est positif que nos jeunes soient moins crispés sur les signes religieux ostensibles. On dit les jeunes, ils respectent pas la laïcité, ils sont pour les signes religieux ostensibles à l'école. En réalité, c'est une génération qui a grandi avec la mondialisation, avec les réseaux sociaux, ce qu'ils ont de pire, mais parfois de meilleur, et donc ils sont moins crispés sur ces questions-là. Pour autant, il faut qu'on soit très ferme sur l'application de la loi de 2004. Oui, toi t'es croyant, toi t'es pas croyant, toi t'as la kippa, toi t'as autre chose. Oui, mais à l'école, il y a un principe qui est celui de la neutralité, parce qu'on est dans un endroit où on vient apprendre. Donc je pense qu'il faut expliquer à cette jeunesse, ne pas la pointer du doigt. On parlait des minutes de silence sifflées. Il faut expliquer aux jeunes pourquoi c'est mal de siffler. On est à l'école pour apprendre la pensée critique. L'éducation morale et civique, ça sert à ça. Mais encore une fois, la façon dont le débat est posé par les Républicains, en l'occurrence, c'est un avis très personnel. Je considère que ceux qui écrivent ce rapport n'ont plus grand-chose de républicain. C'est une façon de créer une citoyenneté à deux vitesses, de pointer du doigt une partie de nos concitoyens. Or, précisément, la laïcité ne fait pas de distinction entre les citoyens. Donc, soit on les traite tous comme des citoyens, soit on n'agit pas. Mais on ne peut pas dire les uns et pas les autres. Il nous reste que 3 minutes. Justement, Emmanuel Brisson, sur ça, sur protéger le libre choix des esprits éclairés des enfants, dans ce cas-là, pourquoi ? J'entends ce que vous pouvez dire sur le voile avant 16 ans, etc. Mais dans ce cas-là, la première communion, on l'a fait à 7-8 ans parce que c'est plus ou moins imposé par les parents. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre d'avoir une majorité que le législateur décidera pour être capable de faire son libre choix religieux? Pour répondre vite fait, à l'écouter, tout va bien, tout se passe extrêmement bien. Je suis désolée, en France, on a besoin d'ordre, d'autorité. Donc au bout d'un moment, vous n'êtes pas mon dire aux gens, il faut expliquer. Et pour vous répondre, excusez-moi, mais quand on baptise un enfant, on ne porte pas ce signe religieux quotidienement. Pourquoi est-ce on qu'il y a le fait entrer dans la religion chrétienne, on pourrait dire contre son gré. Mais ça ne se voit pas. Je ne sais pas si vous êtes baptisé, je ne vais jamais le savoir. Si demain vous êtes une jeune fille de 11 ans... Est-ce que je peux finir ? Si vous êtes baptisé demain, je ne vais pas le savoir. Si demain je vois une jeune fille de 11 ans porter le voile, ça se voit quotidiennement à l'école. C'est du prosélytisme. À l'école, elle n'a pas le droit. Parce que attendez, à l'école de la République, elle n'a pas le droit de venir avec le voile. Quand on a 11 ans, quand on a 12 ans, quand on a 12 ans, eh bien on est vulnérable. On peut inciter d'autres petites filles à porter le voile. Et c'est extrêmement... Oui, ça concerne que le voile. Il n'y a pas d'emprise religieuse ailleurs. Non, en France, il n'y a pas d'intégrisme catholique. Il n'y a pas de problème avec la religion juive. Vous êtes déjà allé sur le site de la Mivilude, voilà. Vous avez lu les rapports sur les dérives sectaires ? Sortez dans la rue un petit peu. Non, vous avez lu les rapports sur les dérives sectaires ? Visiblement pas. Bien sûr que les dérives sectaires concernent tous les courants religieux. Mais surtout, en fait, toutes ces mesures sont très sparadrap, sont assez ridicules et font preuve de grande lâcheté. Et le vrai courage politique serait d'affronter les problèmes à la racine. S'il y a un recours accentué aujourd'hui à la religion, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi il y a un recours accentué à la religion ? Il faut comprendre les causes et faire en sorte qu'effectivement, il n'y ait plus de repli communautaire religieux. Et donc, pour ça, il faut offrir plus de république en acte. Non, mais plus d'égalité réelle. Il y a un endoctrinement des jeunes, vous le savez très bien, sur les réseaux
réseaux sociaux. Bien sûr qu'il existe aussi. Parce que demain, on peut très facilement devenir musulman. Qu'est-ce que vous faites on passe contre devant un l'endoctrinement imam, des on jeunes? devient musulman. Vous pensez que pour devenir juif, c'est 5 ans. Attendez, vous avez pour un être problème chrétien, avec les gens. il y a Ouais, le un problème. catéchuménat. Attendez, donc Mais non, vous mais c'est souhaitez la que réalité. l'État encadre comment on devient musulman? C'est extrêmement intéressant parce que vous avez d'un Oui, vous côté une savez partie pourquoi des DLR Parce qui que- défend l'idée que la laïcité, ce serait la neutralité des citoyens. Je m'inscris en faux et résolument contre cette lecture radicale de la laïcité. Et en même temps, on voudrait que l'État Mais s'immisce il y a dans la un religion diplôme de l'État pour pour les expliquer rabbins comment, et pour les prêtres, comment on et pas pratique pour la les- religion. Mais bien sûr que oui, Mais non, mais c'est faux, allez c'est regarder, mais bien Ah bah sûr oui, que mais c'est c'est faux. faux, Mais c'est bien pas la sûr que question. c'est- Vous ah, connaissez mais pas le Je sujet. la connais très bien. Non, hein, non, Vous connaissez pas le pas du sujet. tout. Le Pas du sujet est tout. trop grave pour l'instrumentaliser. On comme arrive vous à la faites. fin de cette émission, c'est passionnant. On voit évidemment qu'on ne va pas régler tous les débats ce soir, mais vous reviendrez. Moi, j'avais envie de vous poser des questions. Ce sera l'objet d'un autre débat sur est-ce que c'est le voile, j'allais dire la polémique, ou est-ce que c'est plutôt l'intégration. On en reparlera une autre fois. C'était passionnant. Merci à tous les trois. 22h, on vous Merci à vous. retrouve. Cécile Bartoli pour le journal.